Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, merci de nous choisir à l'heure du journal sur la station du plaisir. Au sommaire, tournée du ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement dans le Septentrion, après une rencontre de prise de contact avec les journalistes des médias publics. Ayewadan Akoda a ouvert hier à Kara un atelier sur la communication en période de crise. Plus de 29 millions de Tanzaniens votent depuis ce matin pour le compte des élections générales. Les yeux sont rivés sur la présidentielle où 15 candidats, dont le président sortant, John Magufuli, se disputent la tête de l'État. Sportball, Ligue européenne des champions, le Real Madrid, dans le temps additionnel, arrache le nul, 2 buts partout en Allemagne. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Après la région du Septentrion, le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Ayewadan Akoda, a rencontré hier à Kara le personnel des services relevant de son département. Les échanges ont réuni les agents et fonctionnaires des régions centrales et de la Kara, précisément à Radio Kara. Des précisions avec Tax Steven, un collègue de Radio Kara. C'est dans une ambiance empreinte de courtoisie et de franc-parler que le ministre Akoda a échangé avec les agents et fonctionnaires de Radio Kara, des radios rurales, ceux de l'antenne régionale de la télévision nationale et des responsables des bureaux de l'agence togolaise de presse. La rencontre introduite par le secrétaire général du cabinet Tinaka Diabalo a permis au directeur par intérim de Radio Kara, Désiré Komou, de faire le point des réalités actuelles et les enjeux auxquels font face les médias publics en général et Radio Kara en particulier. Ce déplacement marque l'un des premiers éléments inscrits au cahier des charges du ministre de la Communication et des médias, Akoda Ayewadan. Nous avons des acquis, que ce soit au niveau matériel, au niveau technique et même au niveau des ressources humaines. Mais nous avons également des faiblesses qui ont été relevées. Donc il nous appartient désormais de travailler sur ces acquis pour les consolider et sur ces faiblesses pour essayer de les corriger. Aujourd'hui, notre contexte est particulier en ceci que la pandémie de la Covid-19 a sérieusement restreint nos marges de manœuvre, notamment budgétaires. Il nous faut donc envisager des solutions. Et les solutions qui s'offrent à nous sont d'abord des solutions d'innovation. Il nous faut aller chercher de nouvelles façons de travailler, collecter de nouvelles ressources pour pouvoir satisfaire un auditoire qui est toujours plus exigeant. Et à nous maintenant de nous adapter au quotidien pour ne pas être à la traîne de cette exigence-là. Nous avons un parc immobilier qui est conséquent, qui a été construit il y a quand même quelques années et qui souffre aujourd'hui des affres du temps et des affres de l'usure également. Ce sont des éléments qui ont été pris en considération et qui sont intégrés dans les cadrages budgétaires qui ont été faits cette année pour que sur 3 ans, nous puissions améliorer le cadre de travail des collaborateurs, nous puissions renforcer les infrastructures tant matérielles que technique pour que le travail qui est réalisé reste un travail de qualité. Le ministre a justement effectué une visite dans les services pour toucher du doigt les dures réalités dans lesquelles ses collaborateurs abattent chaque jour l'immense travail pour lequel il les a chaleureusement félicités. Le ministre a par la même occasion ouvert un atelier de renforcement des capacités sur la communication en période de crise à l'intention des journalistes et professionnels des médias. Nous retrouvons Eric Tazou. L'atelier vise à amener les journalistes et professionnels des médias du Septentrion à mieux informer les populations en cette période de crise sanitaire. 4 modules seront développés au cours de la rencontre. Comment Désiré, directeur par intérim de Radio Kara, formateur. La définition même des concepts de crise, et on peut aller au-delà en allant vers la catastrophe. La communication de crise, en quoi consiste-t-elle concrètement? Comment est-ce qu'elle doit être menée? Et comment adopter les stratégies les plus pertinentes? Le 3e module va insister donc sur les rôles et les responsabilités. Une crise, au fait, elle a plusieurs phases. Une phase d'avant, une phase au cours de laquelle la crise elle est prononcée, et aussi une phase au cours de laquelle elle doit être cicatrisée. À chaque phase, quel doit être le rôle du journaliste? Et au cours de la 4e séance, nous allons faire le point sur le travail exemplaire des journalistes togolais depuis le déclenchement de cette pandémie. Et les journalistes auront l'occasion
de relever certaines difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et aussi de formuler des recommandations qui iront à certains acteurs, notamment au gouvernement, à la coordination et aux autres acteurs impliqués dans cette lutte. Le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada, a rappelé le rôle primordial de la communication dans la gestion d'une crise et souligné la motivation du ministère pour l'organisation du présent atelier. Les crises marquent toujours une rupture qui nécessite un changement de paradigme. Et c'est à ce moment-là que le rôle que les médias jouent au quotidien prend une dimension nouvelle. Depuis l'apparition de la crise sanitaire, les journalistes togolais ont été particulièrement exemplaires dans leur implication sans relâche dans la lutte contre ce virus, parce que vous avez l'avantage de diffuser très rapidement l'information, de générer une réelle émotion collective, de relayer et amplifier des discordances. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Communication et des Médias se propose, avec l'aide de consultants, de vous outiller sur la communication en temps de crise. Comment améliorer notre communication par ces temps difficiles pour que l'objectif d'information, de sensibilisation, d'éducation soit atteint. Le préfet de la COSA, le colonel Bakali Badibao, a salué la tenue de cet atelier qui, selon lui, vient à point nommé afin de permettre aux professionnels des médias de mieux jouer leur partition dans la lutte contre le coronavirus. De Kara, Eric Tazou pour Radio Lomé. En effet, vous venez de suivre Eric Tazou, un confrère de Radio Kara. Nous restons toujours avec les journalistes, s'approprier les notions de base d'un journalisme professionnel. C'est le contenu d'un séminaire de formation ouvert ce matin à Lomé. C'est une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Togo, placée sous le thème « La presse au service d'une société en mutation ». Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir sur les différents modules, à savoir les sports comme vecteur de développement et la photographie au service de l'information. Dodi Ekwe, aimé, consultant média formateur. Dans le métier de journalisme en général, quand vous y arrivez, il faudrait justement que vous preniez contact avec les textes qui régissent, en tout cas le métier. Et je crois que l'AGST, en programmant donc cet atelier de formation à l'égard des journalistes de sport qui viennent de commencer, il est de bon ton qu'on puisse leur parler justement du cadre légal de la presse au Togo. On va essayer de visiter tous les textes qui régissent ce métier, tout ce qui permet en tout cas aux journalistes de pouvoir savoir les réglementations en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Presse sportive et développement. Pour le président de l'AGST, Sylvestre Gounoubou, les jeunes débutants doivent faire l'objet d'un suivi particulier dans ce métier noble et exigeant. On est dans un monde où tout est en mouvement, où les choses évoluent. Il y a des jeunes qui ont bien voulu faire carrière, donc il faut leur donner la main. Il faut qu'ils aient le b.a.-ba de cette profession qui est assez noble. Vous savez, on est dans une profession où tout ce qu'on fait est scruté, donc les gens nous suivent partout, on n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut qu'ils aient cette arme pour faire leur métier comme cela se doit. On a fait appel à des anciens, des experts dont les écrits et les propos font autorité. Je pense qu'ils seront plus performants dans leur travail au sortir de cette formation. À noter qu'un symposium de la famille des journalistes sportifs est prévu le 4 novembre prochain à Lomé. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition est toujours en page nationale. Apporter les outils qu'il faut aux hommes et femmes pour leur travail. Les membres et personnels de la CNDH sont en formation sur les techniques de rapportage depuis ce matin à Lomé. Une sorte de session de recyclage pour améliorer la qualité des documents qu'ils sont appelés à produire. Juliette Kamdé. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en tant que mécanisme national de promotion, de défense et de protection des droits humains, est appelée à élaborer des rapports face à l'évolution des techniques de rédaction ainsi que des technologies de l'information et de la communication. Il est important de procéder périodiquement à des sessions de mise à niveau de ses membres. Blaise Comlan Narté Minsan, secrétaire général de la CNDH,
En 2019, il y a eu une nouvelle loi qui a été adoptée qui régit désormais la CNDH. Cette loi a créé beaucoup de nouveautés, en dehors donc du mandat qui lui est confié de faire le suivi des questions de prévention de la torture. Il y a eu aussi la question de la permanence des membres de la commission. En dehors de ça aussi, l'institution a été dotée d'un secrétariat général pour qu'elle puisse être à la hauteur donc des nouvelles missions qui lui sont confiées. Vous conviendrez donc avec moi qu'avec ces nouveaux aspects-là, il est important que les membres eux-mêmes et les membres du personnel puissent être techniquement renforcés sur l'essentiel de leur métier. Cet atelier de renforcement de capacité planche essentiellement sur les techniques de rapportage et sur les outils de programmation. Blaise Comlan, Narté, Messan. Fondamentalement, la commission est amenée à produire des rapports sur, par exemple, la situation des droits de l'homme, à faire le monitoring sur le terrain. Et ça doit se faire selon les règles de l'art. Ne faites pas un rapport sur les droits de l'homme qui veut. Il ne faudrait pas qu'il y ait du sensationnel. Il y a des principes. Et donc, la réunion permettra de rappeler un peu les fondamentaux pour que les documents administratifs, les documents officiels qui vont sortir de la Commission nationale soient des documents de qualité et qui répondent aux standards internationaux. Cette activité, comme bien d'autres, initiées par la CNDH, sont financées par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La présidente de la CNDH, Mme Nakba Polo, a exprimé sa gratitude à ce partenaire. Merci à vous, Juliette Kamder. Promouvoir la bonne gouvernance au Togo, c'est l'objectif principal qui a réuni ce matin un atelier débat les présidents des groupes parlementaires, les maires, les médias et autres acteurs de la société civile sur le contrôle citoyen de l'action publique et de la redevabilité parlementaire. Cette rencontre organisée par l'Association des usagers du service public s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'instauration de la bonne gouvernance administrative et parlementaire au Togo. Elle souhaite apporter une réflexion d'ensemble pour une collaboration réussie entre les députés, les élus locaux, les médias et le secteur privé. Kampatib Carrière, président de l'association. Le Togo s'est engagé dans une politique de développement inclusif. Et dans cet élan, il sait que les forces politiques, les forces sociales à la base, puissent commencer par promouvoir une certaine collaboration. Le député, on dit qu'il dispose d'un mandat national, mais il a des obligations envers sa circonscription. Nous avons sillonné l'ensemble du territoire. Il y a certaines populations qui nous ont dit qu'ils ne connaissent même pas leurs députés. Le député contrôle l'action du gouvernement, il demande des comptes au gouvernement, mais il doit rendre compte à la population. C'est pour cela que nous parlons de redevabilité parlementaire. Donc, les parlementaires, ils sont invités aujourd'hui à descendre à la base pour vraiment interagir avec les populations, les médias locaux, les organisations de la société civile à la base, pour porter haut les préoccupations des citoyens vers le gouvernement. L'Association des usagers du service public togolais s'est également donné pour tâche la vulgarisation des lois et règlements pour la survie de la citoyenneté et de l'état de droit au Togo. Rappel sur la situation de la maladie de Covid-19 à la date d'hier, le Togo compte à ce jour un total de 2229 cas confirmés, dont 563 cas actifs, 1612 patients guéris et malheureusement 54 décès. 114 964 tests ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Justement, dans le cadre de la lutte engagée par le gouvernement pour venir à bout de la pandémie à coronavirus, des bonnes volontés se sont encore manifestées. Radio Lomé vous propose la liste des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire dans le cadre de la riposte au Covid-19 sur la période du 13 août au 26 octobre 2020 après le journal de 19h. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières au Nigeria, plusieurs États ont déjà mis sur pied des comités chargés d'enquêter sur les violences policières, l'une des demandes de la jeunesse dont le mouvement de contestation a été réprimé dans le sang après une intervention de l'armée le 20 octobre à Lagos. Un comité judiciaire d'enquête et de restitution composé de 8 membres a débuté son travail hier dans la mégapole pour tenter de rendre justice à certaines victimes. En Guinée, après la paralysie de ces derniers jours due aux violences, les commerces rouvrent avec les hausses des prix des produits de première nécessité. À noter également que la connexion Internet a été rétablie hier sur le réseau Orange Guinée,
principal opérateur du pays. Elle était inaccessible depuis vendredi dernier. Dans un communiqué, l'Union européenne prend note de l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale, mais elle estime que des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Près de 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin en Tanzanie pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les yeux sont rivés vers la présidentielle où 15 candidats se disputent la tête de l'État. John Magufuli, élu en 2015, est candidat à un second quinquennat. Le chef de file de l'opposition dénonce déjà des irrégularités. Solim Lemou. Des irrégularités de grande ampleur menacent l'intégrité du scrutin en cours, a dénoncé sur son compte Twitter Tundu Lissu. Le principal adversaire du président tanzanien John Magufuli a cité notamment le refus de laisser des observateurs entrer dans les bureaux de vote et la découverte d'urnes remplies à Dar es Salaam. L'opposition affirme que le pouvoir prépare des fraudes avec la complicité de la commission électorale NEC, citant les dizaines de candidats à la députation interdits de se présenter par l'institution. La NEC, elle, a nié avoir un quelconque agenda politique. Depuis 2016, les meetings politiques sont interdits. Les sondages ont également été suspendus. Selon le comité de protection des journalistes, au moins une dizaine de médias ont été interdits, soit temporairement, soit définitivement depuis 4 ans. La plupart des médias étrangers n'ont pas obtenu d'accréditation pour couvrir l'élection. Vers un reconfinement en France, Emmanuel Macron se prononce ce mercredi sur les nouvelles mesures qu'il compte imposer pour réduire la propagation du Covid-19 en France. Clarisse Tombité. 2 semaines après avoir annoncé le couvre-feu pour 46 millions de Français, Emmanuel Macron est contraint de durcir le ton face à une hausse exceptionnelle dans une majeure partie de l'Europe de l'épidémie. Les scénarios évoqués pour le durcissement vont d'un renforcement du couvre-feu en vigueur actuellement pour 2 tiers des Français de 21h à 6h à un reconfinement total, toutefois plus souple que celui de mars, puisque les écoles et des commerces resteraient ouverts à l'image de celui imposé en Irlande. Lundi, le président du conseil scientifique avait préparé le terrain en qualifiant la situation française de critique et en disant craindre que la deuxième vague soit plus forte que la première. La France a recensé 523 décès supplémentaires attribués au Covid en l'espace de 24 heures, soit 266 de plus que la veille, ont annoncé hier les autorités sanitaires. Au total, 35 541 sont décédés des suites du nouveau coronavirus. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés durables se poursuit sur le territoire national. Encore 6 jours et la campagne prendra fin. Quels types de moustiquaires sont partagés et que faire si l'on n'en bénéficie pas? Alice Berthe Barandao. Le paludisme au Togo continue d'être un réel souci majeur pour le gouvernement et un lourd fardeau socio-économique pour la population malgré les résultats tangibles enregistrés dans la lutte contre cette maladie. Plusieurs moyens permettent de se prémunir contre cette pathologie qui cause de forts taux de morbidité, parmi lesquels les moustiquaires imprégnés. Dr Acha Obutina, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Il y a des études qui ont prouvé que la moustiquaire est la méthode la plus efficace pour lutter contre le paludisme. En dehors du paludisme, il y a beaucoup de maladies que les moustiques donnent. Vous voyez à côté le Bénin en épidémie de dengue, il y a la filariose lymphatique, il y a beaucoup de choses que les moustiques donnent. Donc si vous vous protégez contre ces moustiques-là, c'est que toutes ces maladies-là, vous allez les éviter. Dans les recommandations de l'OMS, chaque 3 ans, il faut renouveler les moustiquaires. L'insecticide qui est imprégné sur la moustiquaire a une durée de vie de 3 ans. En 2017, on a eu à faire une campagne. Nous sommes en 2020, ça fait 3 ans. Nous voulons répondre à ce rendez-vous de 3 ans que nous nous sommes fixés. Alors, quel type de moustiquaires seront donc distribués cette année? Anciennement, on appelait Milda, un moustiquaire imprégné de longue durée d'action. La définition a été écourtée pour devenir moustiquaire à imprégnation durable. C'est la même chose. C'est des moustiquaires qui sont souples. En 2017, la couleur était bleue.
Mais en 2020, là, on va utiliser la couleur verte. Mais sur le plan consistance, c'est des moustiquaires souples, soyeux comme les moustiquaires de 2017. Dites-nous, docteur, la stratégie adoptée cette année, puisque nous sommes dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. La stratégie pour cette année, nous avons changé. Pour les anciennes campagnes, nous faisons le dénombrement et puis nous invitons la population à un endroit fixe où elle vient chercher les moustiquaires avec un coupon. Mais cette année, à cause de la pandémie au coronavirus, nous avons adopté une stratégie porte à porte. Nos agents distributeurs vont passer de ménage en ménage pour faire en même temps le dénombrement et distribuer en même temps. Et ça se fera simultanément. Avec les smartphones, ils vont collecter toutes les informations. Nous appelons vraiment la population d'utiliser la moustiquaire de jour ou de nuit, en tout temps et à tout moment. Dormons à tout moment sous moustiquaire pour mieux nous protéger contre les piqûres de moustiques qui nous causent le paludisme. Dernier virage de cette édition, le sport, une page s'est tournée au sein du FC Barcelone. Le président du club a rendu son tablier 5 mois avant les élections. Pendant que l'on joue la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, la Ligue de football maritime Togo a un nouveau secrétaire général. Sylvie Larson. Mathias Kodjo-Kouva est en effet le nouveau secrétaire général de la Ligue maritime de football. L'information a été rendue publique au travers d'un communiqué du président de la Ligue, Johannes Aziamadi. La Fédération togolaise de football avait entamé une réforme des districts et ligues qui a abouti à la mise en place début octobre de 6 ligues régionales dont celle maritime. Ces structures décentralisées aident la FTF dans la gestion du cuir-rond dans les différentes régions. Elles organisent le football des cadets surtout et préparent les clubs de 3e division à accéder à l'élite. Ces ligues améliorent donc le travail fait à la base par les districts présents dans chaque préfecture du Togo. En Europe, l'on joue la deuxième journée des matchs de groupe de la Ligue des Champions. Le Real Madrid de Zinedine Zidane a arraché dans le temps additionnel un nul 2-2 chez Mönchengladbach. Après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 87e minute, Karim Benzema d'un retourné acrobatique et Casemiro ont sauvé la Maison Blanche d'une défaite. Lourde défaite par contre de l'Olympique de Marseille à domicile 0-3 devant Manchester City. 2 défaites en autant de sorties, les Marseillais vont devoir se réveiller lors de la 3e journée. Belle opération du Bayern Munich, 2-1 en déplacement chez Lokomotiv Moscou. 2-2 entre l'Atalanta Bergame et l'Ajax d'Amsterdam. Liverpool surclasse 2-0 le club danois de Midtjylland. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre entre le FC Porto et l'Olympiakos. Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan n'ont pu se départager. Score final 0-0. Victoire à domicile de l'Atlético de Madrid 3-2 devant Salzbourg. Et puis, José María Bartomeu n'est plus président du FC Barcelone. En conflit avec la star Lionel Messi et visé par une motion de censure, Bartomeu a rendu sa démission ainsi que celle du reste du comité de direction mardi, quelques jours après le Classico perdu 3-1 face au Real Madrid. C'est donc l'épilogue de longs mois de violentes secousses au sein du club Blaugrana. Une commission de gestion transitoire au pouvoir limité devra désormais gérer l'organisation de nouvelles élections. José María Bartomeu, 57 ans, avait succédé à la tête du Barça à son ancien mentor, Sandro Rosell. Il a dirigé le club pendant 6 années. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le ministre de la Communication des médias porte-parole du gouvernement est en tournée dans le Septentrion. Après une rencontre de prise de contact avec les journalistes des médias publics, Aïwadan Akwada a ouvert hier à Kara un atelier sur la communication en période de crise. Les recherches se poursuivent pour trouver un quelconque médicament ou vaccin contre le Covid-19. Des équipes scientifiques travaillent sur plusieurs pistes car le virus continue ses dégâts dans presque tous les pays et plusieurs découvertes sont à la phase d'essais cliniques. Rubrique sensibilisation parle d'aujourd'hui des efforts de recherche sur le plan mondial. Nous retrouvons Alice Berthe Barandao.
Les recherches ne donnent toujours pas encore des résultats probants d'un médicament ou vaccin contre le coronavirus. Les défis et obstacles se dressent toujours, mais les efforts se poursuivent au niveau de chaque pays pour un exploit médical un jour. Innocent Kweto, pharmacien de formation, président de l'ordre, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui des recherches au niveau mondial? Le virus est nouveau. On n'était pas suffisamment préparé pour ça. Et vous savez, dans le domaine de la recherche médicale, la recherche du médicament, c'est un processus très long qui commence déjà par tester, rechercher l'efficacité ou les propriétés thérapeutiques d'une molécule ou d'une composition de molécules. Et ensuite, on essaye de voir si cette composition-là, même si elle est efficace, si elle a des propriétés, est-ce qu'elle est toxique? Sur les animaux d'abord, il y a une batterie de tests sur des années qui vont se faire de proche en proche en se rapprochant de l'homme. On va commencer par des animaux dont le fonctionnement du système est loin de l'humain et on va se rapprocher de l'homme pour voir si on a cette efficacité-là et surtout s'il n'y a pas des effets secondaires. C'est un processus qui est très long. Et ensuite, on arrivera donc au test de phase 1, 2, 3 sur les humains pour voir ce qu'on appelle les essais cliniques, pour voir si, en comparant, en traitant les humains, on a les mêmes effets, donc dans l'organisme lui-même, et ensuite en comparant avec d'autres traitements qui existent, ou en comparant avec, en donnant juste de l'eau, ce que nous appelons le placebo. L'effet placebo. En donnant quelque chose qui ne contient rien, qu'on a de meilleurs résultats. Donc c'est un processus. Oui, c'est vrai, c'est un processus long. Alors, dans le cas du coronavirus, qu'est-ce qui est fait? Dans le cas du coronavirus, qu'est-ce qu'on a fait? On ne pouvait pas aller chercher des molécules nouvelles. La stratégie jusqu'à présent a consisté à partir des molécules connues qui sont déjà utilisées sur l'organisme pour d'autres pathologies. Ça veut dire que nous avons déjà éliminé la partie recherche sur la toxicité, la partie recherche sur les effets secondaires, tout ça. On a une certaine maîtrise, on a une certaine connaissance de ce médicament-là et les chercheurs ont essayé de voir si certains de ces anciens médicaments ne peuvent pas permettre de traiter le coronavirus. Voilà la démarche qui a été faite au niveau mondial et sur les molécules. Et on a tenté beaucoup de choses. Ah bon? Dites-nous, quelles sont les entre autres molécules de traitement retenues par les chercheurs? Et on a parlé de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Et on a parlé aussi récemment de la dexaméthasone que l'OMS a validé, donc un corticoïde qui permet de réduire les mortalités dans des cas graves. Donc on l'utilise en milieu hospitalier. Et il y a récemment l'Institut Pasteur de Lille en France qui annonce avoir en tout cas des espoirs par rapport à une autre ancienne molécule qui existe, qui est accessible, qui peut être fabriquée facilement, une molécule qui est utilisée dans d'autres choses et qui pourrait apporter des résultats. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de nom. Ah, c'est mieux de ne pas donner de nom afin d'éviter l'automédication. Il faut éviter ce qu'on a eu avec la chloroquine où dès que ça a été annoncé, ça a été comme une ruée vers l'or. Il y a eu des fausses chloroquines qui ont circulé, les gens... L'automédication aussi a été exacerbée, donc je pense que pour cette expérience, ces chercheurs sont assez prudents parce que il ne faut pas aussi que ce type d'espoir fasse baisser les bras par rapport au respect des mesures barrières. On a vu ce qui s'est passé dans un pays africain, Madagascar, qui a aussi fait la démarche d'utiliser les substances locales, les plantes, pour essayer de trouver un remède. Ils avaient trouvé comide organique qui avait quelques effets qui donnaient beaucoup d'espoir, mais ils ont trop vite communiqué dessus. On a vu derrière comment est-ce que les cas ont flambé dans le pays parce que visiblement les gens se sont dit on a le médicament, donc on peut vivre normalement. C'est ce qu'il faut éviter. La recherche jusqu'à présent avance très prudemment. Il n'y a aucun médicament qui élimine le virus, qui permet de traiter radicalement. Donc il va falloir que nous puissions donc garder le respect des mesures barrières parce que partout où on a annoncé avec face de la découverte d'un médicament, les gens ont relâché. Il y a eu une flambée avec des morts derrière. Donc il faut faire très attention. En attendant la prise en charge continue de s'améliorer, Dr Kweto. Il y a des efforts, mais nous n'avons rien de probant. On attend toujours de voir
Il y a des médicaments qui vont aider l'organisme, tout ça on sait faire. Il y a des traitements pour lutter contre les cas graves avec des symptômes respiratoires, tout. Donc on a des médicaments qu'on peut mettre pour gérer ces complications respiratoires. Voilà, les corticoïdes, les anti-inflammatoires, ça aujourd'hui les médecins savent ce qu'il faut faire pour sauver les cas compliqués en utilisant aussi les respirateurs, tout. Donc il y a tout ça qui se fait. Oui, et justement, parlez-nous des recherches sur les éventuels vaccins en étude. L'autre aspect sur lequel toute l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, les grands laboratoires, les grands chercheurs du monde entier sont engagés, c'est la course à la découverte d'un vaccin. Il y a eu, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce par rapport à ces vaccins, mais récemment vous avez suivi même l'OMS et même un laboratoire qui avait annoncé que c'était pratiquement au bout, a dû faire un rétropédalage pour dire attention, on arrête tout, on essaie de vérifier certaines choses. Ça veut dire que le virus réserve beaucoup de surprises et il va falloir que nous soyons patients. Et à ce jour, on a une quarantaine de candidats vaccins qui sont passés à la phase humaine d'essais cliniques et il y a beaucoup d'espoir que jusqu'en fin d'année, en début premier trimestre de l'année 2021, qu'il y ait quelques vaccins qui soient mis sur le marché. Mais encore une fois, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ces vaccins vont couvrir pour la vie. On peut trouver des anticorps contre ce virus-là, mais la question scientifique aussi, c'est de savoir si ces anticorps vont persister dans la durée. Et donc, il faut du recul pour tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rester prudent, parce que même quand on aurait trouvé des vaccins efficaces, à quel pourcentage, dans quelles conditions, il y aura beaucoup de facteurs, de chemins à faire. Quand même ces vaccins, parce que la bataille aujourd'hui, c'est de montrer que ces vaccins ne donnent pas beaucoup d'effets secondaires sur l'humain et qu'ils ont une certaine efficacité. Donc, on va les mettre en place. On verra, ils vont couvrir pendant combien de temps. C'est peut-être dans quelques années qu'on pourra confirmer qu'on a un vaccin qui couvre, qui protège totalement. Pour l'instant, on va se remettre à Dieu, on va prier fort. Donc, voilà un peu la situation de ce qu'on peut dire sur cette recherche-là. Il y a beaucoup de fonds qui sont investis, beaucoup d'engagement des chercheurs, mais pour l'instant, nous n'avons pas une solution radicale. Donc, tout ce qui nous reste, c'est de continuer à nous protéger individuellement, à garder les distances, à avoir les réflexes de lavage de mains, tout, et à porter tout le temps ce masque-là qui nous masque réellement le visage parce qu'on ne se reconnaît plus. Qui devient bouche-nez. Qui devient bouche-nez, oui, pour certains. Le respect des mesures barrières continue de faire ses preuves dans la prévention contre le coronavirus. Ne nous lassons point de les respecter partout. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg